Je veux préciser que je ne suis prétendant à rien. Je suis l'aîné de la maison de Bourbon et de ce point, j'ai un devoir vis-à-vis de la France et des Français. Si on regarde le profil de nos politiques européens, ils se ressemblent un peu tous. Et il y a un mélange, malheureusement, il y a un mélange entre le politique et l'économique ou l'intérêt financier. Et on ne sait pas trop, finalement, quel est l'intérêt qui est mis en avant. Bon, en France, la monarchie n'existe plus depuis plus de 150 ans. Et pourtant, deux familles se disputent encore symboliquement le titre de roi de France, les Bourbons et les d'Orléans. Mais d'où vient cette division et surtout, lequel serait légitime si la monarchie que nous défendons, la monarchie organique, revenait demain ? La monarchie française n'était pas héréditaire par caprice, mais elle était régie par un ensemble de lois coutumières assez précises. D'abord, la primogéniture masculine. Donc ça en fait c'est le fait que seul l'aîné des mâles hérite. La loi salique, qui est l'interdiction absolue de transmettre la couronne par les femmes. Une des raisons couramment avancées pour ça, c'était que ça permettait d'éviter que par les alliances, la couronne se voie emportée dans un pays étranger. Ensuite, il y a la catholicité du roi, qui lui rend l'obligation d'être catholique. Et la continuité dynastique, la couronne ne peut pas être abdiquée ni aliénée, elle passe de droit au suivant. C'est ce que symbolise la formule « Le roi est mort, vive le roi ». Le roi est mort, vive le roi! Vive son fils le dauphin! Ces règles forment en fait la base de la légitimité monarchique française, c'est un cadre quasi constitutionnel avant l'heure. Parlons un petit peu monarchie, et s'agissant de la monarchie royale, on a souvent tendance à ne penser qu'à la seule personne du roi, alors qu'il s'agit en fait d'une famille. Est-ce que vous pouvez nous présenter la vôtre ? Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, pour revenir sur la question de famille, c'est très important, ça c'est le modèle capétien. Le modèle capétien, pour faire en sorte que on puisse construire sur ce qui a été fait avant, en fait, ça n'est plus une personne, mais c'est une famille avec le père déjà, et le fils à qui on transmet. Et ce qui a permis justement de construire le modèle capétien. Et puis ça va jusqu'à Louis XIII, et ensuite Louis XIV, le duc d'Orléans, la branche dont nous descendons, avec un certain nombre de nos princes qui ont exercé la chose politique, comme le régent, que ce soit avec le roi Louis-Philippe, le duc d'Aumale qui était aussi député, et puis aujourd'hui, voilà, notre famille qui, depuis maintenant 75 ans, que mon grand-père est rentré d'exil il y a 75 ans maintenant, et nous sommes une famille française qui vivons au cœur de notre pays, au rythme de ce qui va et de ce qui ne va pas. À la mort de Louis XIV, ses descendants directs règnent jusqu'à Louis XVI. Après la Révolution et l'exécution de Louis XVI, il reste deux lignées principales. Les Bourbons d'Espagne, qui sont la branche aînée, qui sont les descendants de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, devenu roi d'Espagne. Les Bourbons d'Orléans, la branche cadette. Eux, ce sont des descendants du frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Le traité d'Utrecht de 1713, il est central ici. Il fait renoncer Philippe V et sa descendance à leur droit sur le trône de France, en théorie. Et c'est là que la querelle arrive. Selon les légitimistes, cette renonciation est nulle parce qu'elle est contraire aux lois fondamentales du royaume. Ce traité, contraire aux lois fondamentales, est bien invalide et reconnu comme tel par Louis XIV, Philippe V, le duc de Saint-Simon, les ambassadeurs, les légistes, plusieurs autres rois et même par la Révolution. Seuls les Orléans et leurs partisans s'accrochent à ces renonciations. Les légitimistes, eux, ils sont plus fidèles à la stricte application des lois fondamentales. Et pour eux, le roi légitime actuel, c'est Louis de Bourbon, duc d'Anjou, descendant direct de Louis XIV. Un nombre grandissant de Français s'alarment de l'état dans lequel se trouve la France. État politique catastrophique, situation économique et financière également très grave parce que la France possède, une dette absolument abyssale dont les gouvernements sont, on le sait, tous responsables depuis au moins 40 ans. Crise morale et crise sociale aussi. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par cela. Une crise spirituelle très profonde avec un effondrement de la chrétienté dans notre pays. Quelles analyses faites-vous de ce pays que vous pourriez être amené un jour à diriger? Il faut dire que les politiques sont élus pour un court terme et de ce point, je dirais qu'il n'y a pas une continuité de la politique des uns et des autres. Contrairement à la monarchie qui cherche toujours à défendre les intérêts des Français et de la France, comme le fait ou le ferait un père de famille, et qui cherche à toujours laisser un pays en meilleur état de ce qu'il n'a trouvé. Les légitimistes, eux, disent que la loi salique ne se négocie pas, que le sang prime sur la politique.
Ils promeuvent plutôt une monarchie de droit divin, héréditaire et traditionnelle. Les orléanistes, eux, acceptent la validité du traité d'Utrecht et la nationalité du roi. Un roi de France doit être français, pas espagnol. Ils sont favorables à une monarchie plus constitutionnelle, type 1830. Le prétendant actuel, c'est Jean d'Orléans, comte de Paris. Alors, revenons à vous en tant que personne politique. Vous vous dites disponible pour la France et au-delà de votre personne et de la forme monarchique et royale que vous incarnez, un recours pour le pays. Je pense que, comme je disais sur le retour d'exil nous a rentrés dans la réalité française. Que ce soit mon grand-père, mon père ou moi, c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attentifs. D'abord, nous sommes au cœur de notre pays, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à travers les déplacements, à travers les rencontres, on a une connaissance des différentes forces, faiblesses de notre pays. Et c'est vrai que la monarchie est intéressante parce qu'elle rejoint, et je me demande si c'était pas dans l'esprit du général de Gaulle quand il a mis en place la Ve République, pour que le chef de l'État puisse avoir ce rôle au-dessus des partis. C'est un certain nombre de principes dont la monarchie est la représentante. La recherche du bien commun, la justice, l'indépendance, la recherche du juste milieu. On garde raison. Des règles simples. Alors évidemment, la monarchie ne résoudra pas tout de suite. Mais elle donne une direction et elle donne des objectifs. Ce qui est une chose importante. Chez les légitimistes, la place de la religion est centrale. C'est un peu les plus tradis des royalistes, si on veut. Globalement, c'est chez les légitimistes que la partie très réactionnaire de la monarchie est toujours présente. Chez les orléanistes, la monarchie doit être nationale et pas théologique. Chez les orléanistes, pour le meilleur et pour le pire, on est plus porté à l'actualisation, à la modernisation et à l'aspect purement politique de la monarchie en fait. Ils sont un peu vus comme fricotant un peu trop avec la République parce qu'ils sont plus laïques. Il y a donc deux logiques qui s'affrontent. La première, c'est celle des lois fondamentales du royaume. Et là, ça serait plutôt Louis XX, Louis de Bourbon, qui serait légitime. En gros, on remonte à la dernière lignée ayant régné avant la Révolution, en considérant celle-ci comme une parenthèse illégitime. A l'inverse, si on suit plutôt la logique de la nationalité et de l'histoire continue, c'est plutôt Jean d'Orléans. On suit le fil des rois qui ont effectivement régné en France, en assumant les contingences historiques et sociales. Avant de donner mon avis, je voudrais préciser qu'au fond, ce débat n'est pas aussi crucial qu'on le croit. La monarchie française, c'est pas une question de popularité ou de convenance, c'est une question de continuité. Et peut-être ce qu'il faut d'abord retrouver, c'est plutôt le principe de la monarchie, celui d'un pouvoir enraciné au service du bien commun et au-dessus des intérêts partisans. La monarchie française, qu'elle soit orléaniste ou bourbonnaise, contient en elle-même ce devoir de transmettre le pays dans le meilleur état possible à ses héritiers, d'avoir une vision long terme et indépendante des puissances de l'argent et de l'étranger. Le modèle Orléans, quand on regarde Louis-Philippe, on regarde le Régent, on regarde ensuite, c'est toujours la prospérité à l'intérieur, la paix à l'extérieur. L'amour du peuple, on se sent français et on veut le mieux pour la France et pour les Français, bien évidemment. Il y a quand même une différence majeure entre les deux. Le comte de Paris, il a un site internet. Il écrit régulièrement des tribunes relatives à l'état du pays, des hommages, des communiqués, etc. Du coup, c'est forcément plus simple de connaître par avance ses points de doctrine et la manière dont il envisage la politique. Le duc d'Anjou, comme le comte de Paris, communique sur Instagram, mais c'est plus pour nous montrer où est-ce qu'il s'est montré que pour faire de la doctrine. Et par exemple, du côté du comte de Paris, et pour le mois de septembre, là, on peut lire une tribune où il aborde les grands enjeux du pays, l'instabilité politique, la dette publique, la perte d'indépendance énergétique, la crise sociale, l'immigration, la désagrégation du service public et la crise internationale. Il appelle, dans les faits, à renouer le pacte entre les Français et la famille royale. Et ces positions-là, elles sont très proches de celles qu'on défend dans la monarchie organique. On sent bien encore qu'il y a encore un biais un peu trop libéral, un peu trop capitaliste, mais bon, dans le marasme libéral actuel, on peut pas s'étonner que le comte de Paris ce soit pas Lénine non plus. De son côté, le très français Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú, né à Madrid, communique également sur son souci des populations les plus fragiles, de la pleine mesure des questions sociales et sociétales, de la défense nationale, etc. Et ça montre une ligne commune entre les deux prétendants. Mais malgré ces quelques postes, l'engagement du duc d'Anjou pour la France, il semble assez maigre comparé à celui du comte de Paris. Aujourd'hui, j'habite à Madrid et j'ai un travail à Madrid, mais ceci ne m'empêche pas de venir fréquemment en France et donc de pouvoir maintenir ce contact avec la France et les Français.
Alors que de l'autre côté, on a la tribune pour une écologie politique, protéger les plus faibles, l'une des fins les plus louables de la société, pour une nouvelle façon de gouverner, nos communes, expression de la France vivante. Bref, le comte de Paris, il se la donne pour nous donner l'impression qu'il en a vraiment quelque chose à faire de la France. Si on fait un petit bilan, d'un point de vue nationalité et enracinement, Jean d'Orléans, il est né à Boulogne-Billancourt. Il a fait son service militaire dans l'armée française, il vit en France, dans l'Aude, et ses enfants, ils y sont scolarisés dans des écoles françaises. Il vit plutôt la France de l'intérieur, avec ses institutions, ses paysages, etc. Je suis marié, nous vivons entre Dreux et Carcassonne. Dreux, où nous avons notre maison familiale, et Carcassonne, où les enfants suivent l'école. J'ai 6 enfants qui vont de 16 à 1 an et demi. Et tout ce beau monde se développe joyeusement et au fait de l'environnement dans lequel ils sont. Un environnement vraiment français, agricole, puisque nous sommes entre Carcassonne et Castelnaudary, dans ce beau pays français. Louis de Bourbon, lui, il est né et il a grandi à Madrid. Il a travaillé pour BNP Paribas Madrid, puis pour une banque vénézuélienne appartenant au père de sa femme. Il réside à Madrid, parle peu français publiquement et son entourage, il est espagnol et vénézuélien. Oui, il a la nationalité française, mais c'est pas vraiment un français de vie, quoi. Donc sur le plan du vécu national, le comte de Paris, il est infiniment plus enraciné. Du point de vue de la doctrine politique, Jean d'Orléans, il a une approche assez organique et nationale. Il parle d'écologie, de bien commun, de réconciliation du peuple et du pouvoir, de la souveraineté enracinée. Il parle des forêts, des territoires, des communes et de la France rurale. Louis de Bourbon, il incarne plus une ligne religieuse, conservatrice et bourgeoise qui est plutôt liée à la droite catholique espagnole. Il défend Franco, il s'affiche avec Vox, il parle d'ordre de morale, mais jamais vraiment de réforme économique ou sociale profonde. C'est une vision qui épouse plutôt l'idéologie de la bourgeoisie catholique libérale, pas celle d'une refondation nationale dont on a besoin. D'un point de vue de politique contemporaine, Jean d'Orléans, il discute avec les institutions républicaines, et on peut pas lui en vouloir, parce que c'est toujours fait au service de la France. Par exemple, il a su aider à résoudre un contentieux diplomatique entre la France et l'Italie à Amboise, ce qui est la preuve d'un sens du rôle au-dessus des partis. En 2019, vous avez invité au château d'Amboise les présidents Macron et Mattarella, et votre médiation a permis de résoudre le contentieux diplomatique qui envenimait alors les relations franco-italiennes. Il arrive relativement bien à ramasser dans une formule assez courte les enjeux de ce qui compte vraiment. Les gouvernants se coupent de la réalité du terrain et de nos préoccupations légitimes. Ils devraient pourtant assurer à notre communauté nationale les conditions d'une vie humaine et digne, comme de naître et mourir dans une société respectueuse, de disposer d'un logement convenable, d'éduquer ses enfants et de vivre décemment de son travail, d'avoir un minimum de protection sociale et d'assurer sa retraite, enfin de vivre en sécurité dans un environnement préservé. Louis de Bourbon, il s'affiche dans des cercles d'extrême droite espagnole et il n'a jamais participé à un projet d'intérêt français aussi concret. Pour finir et pour le rappeler, à titre personnel, je pense que cette querelle elle est quand même assez secondaire dans le débat. Notre objectif, c'est le retour de la monarchie. Et je pense que Louis XX comme Jean IV ont le souci du bien commun, de la justice et de la dignité. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces Français qui sont très en attente d'un changement de régime, d'un changement de tout d'ailleurs? Quel message vous auriez envie de leur adresser? Tout d'abord, je dirais de ne pas perdre l'espérance et de s'impliquer davantage. Nous devons nous impliquer davantage dans la vie de la cité. Si vous aviez un message à adresser aux Français aujourd'hui, quel serait-il? Victor Hugo disait l'espérance n'est pas vaine. La monarchie est vraiment une espérance. Je pense qu'il serait intéressant de renouer le pacte millénaire qui a existé entre la famille royale et le peuple français et la France. Reprenons ensemble notre destin en main. Monseigneur, vous portez un nom qui traverse l'histoire, mais ce nom ne suffit pas. Vous devez vous en montrer digne. La France n'attend pas qu'un héritier de sang, elle attend un héritier d'esprit. Si je m'adresse à vous, c'est parce que ce sera peut-être vous qui serez appelé à revenir sur le trône de France en temps voulu. Et le danger, avec le pouvoir, c'est que vous soyez tenté par la facilité, celle de croire qu'on agit pour les hommes, alors qu'en fait on agit pour soi. La France ne manque pas de chefs, elle manque de serviteurs désintéressés. Par chance, il est également de votre intérêt de bien servir les Français. Vous vivez dans un monde où la force a pris le visage du droit, où l'économie se fait passer pour la morale et où l'argent a remplacé Dieu. Si vous ne combattez pas cette inversion, vous serez malgré vous un roi du monde moderne,
un roi vide. La monarchie ne renaîtra que si celui qui la porte renonce à tout ce qu'elle pourrait lui donner. Le roi qui sauverait la France serait celui qui, s'il le fallait, accepterait de ne pas régner. Si vous voulez un jour parler au nom du roi, alors parlez d'abord au nom des pauvres, des humiliés et des silencieux. C'est dans leurs yeux que le Christ se cache, et pas dans les salons. Si vous voulez être roi, monseigneur, commencez par haïr le confort, parce qu'il endort nos âmes, et aimez la vérité, même lorsqu'elle est en votre défaveur. Nous vivons dans un monde qui ne croit plus à rien, sinon à la croissance, aux chiffres et au marché. Le pouvoir s'est prosterné devant le capital, alors ne faites pas de même. La politique n'est plus qu'un théâtre où l'argent écrit la pièce. Le libéralisme a promis la liberté, il nous a livré la dépendance. Dépendance à la consommation, à la dette et à la peur de perdre tout ce qu'on n'a jamais vraiment possédé. Il a détruit l'idée même de communauté et il a remplacé le bien commun par la somme des intérêts privés et il a réduit l'homme à son utilité économique. Face à ça, monseigneur, la monarchie, la vraie, n'est pas un décor ancien. Si un jour la France revient vers vous, ce sera pas pour jouer les comédies du passé, ni pour sacrer un prince médiatique. Ça sera parce qu'elle aura compris que l'argent ne fonde rien et que seule la vérité fonde un royaume. Vous devez avoir appris que la centralisation trop forte tue le sang millénaire qui coule dans nos veines, celui des corps intermédiaires, des communautés enracinées, des provinces et des communes. Le vrai roi de France ne sera pas celui qui aura le plus de partisans, mais c'est celui qui saura dire non à la logique du profit, non à la tyrannie du court terme et non à la soumission à l'étranger. C'est celui qui se rappellera que gouverner, c'est protéger le peuple, la terre, la culture et la vérité. Monseigneur, votre nom est une chance, mais il ne vaut que si vous vous en servez pour servir. Si vous choisissez de devenir cet homme-là, sobre, juste et intransigeant face à l'argent, alors peut-être que oui, la monarchie redeviendra possible, et que tant de Français seront alors heureux de pousser ce cri d'espérance.